C'est l'affaire Robert Sweedham qui plongea Malone au cœur des choses à Red Hook. Sweedham, vieux reclus érudit descendant d'une ancienne famille hollandaise, vivait difficilement de ses rentes. Il habitait le manoir spacieux mais mal entretenu que son grand-père avait bâti à Flatbush, à l'époque où le village n'était guère plus qu'un joli hameau de maisons coloniales autour du clocher couvert de lierre de l'église réformée, avec son cimetière néerlandais entouré d'une clôture en fer. Si l'on omettait une période de 8 ans où il était retourné dans l'ancien monde une vingtaine d'années plus tôt, Sweedham avait passé les 60 dernières années à lire et ruminer dans ce manoir, coupé du reste de Martin Street par son jardin aux arbres vénérables. Il ne pouvait se permettre d'avoir des domestiques, et rares étaient les visiteurs admis à troubler son extrême solitude. Il évitait de trop s'attacher et recevait ses quelques connaissances dans l'une des 3 pièces du rez-de-chaussée qu'il maintenait en état. Une vaste bibliothèque, haute de plafond dont les murs étaient couverts de livres en piteux état, d'un aspect lourdeau, archaïque et vaguement repoussant. La croissance de la ville, et en fin de compte son absorption par le quartier de Brooklyn, n'avait fait ni chaud ni froid à Sweedham. D'ailleurs, la ville l'avait pour ainsi dire oublié. Si les personnes âgées le reconnaissaient encore dans la rue, la plupart des riverains récents ne voyaient en lui qu'un drôle de vieillard corpulent, dont les cheveux blancs dépeignés, la barbe de 3 jours, les habits noirs lustrés et la canne à pomodore ne méritaient guère plus qu'un coup d'œil amusé. Malone ne l'avait encore jamais vu lorsqu'on l'affecta à cette affaire. Cependant, il avait indirectement entendu parler de lui comme d'une autorité en matière de superstition médiévale. Il avait même vaguement eu l'intention de consulter son ouvrage épuisé sur la Kabbale et la légende de Faust, ouvrage qu'un ami à lui avait cité de mémoire. L'affaire Sweedham commença quand des parents éloignés, les seuls qui lui restaient, essayèrent d'obtenir un jugement du tribunal sur sa santé mentale. Si leur action sembla soudaine aux yeux du monde extérieur, elle était en réalité le fruit d'une observation prolongée et d'un débat pénible. Elle était fondée sur des changements curieux dans ses habitudes et sa manière de parler, ses allusions insensées sur l'imminence d'événements incroyables et sa fréquentation inexplicable des zones malfamées de Brooklyn. De plus en plus négligé au fil des années, c'était désormais un homme à l'apparence de clochard qui errait par les rues. Ses amis, humiliés, l'apercevaient parfois dans des stations de métro ou flânant sur les bancs publics, aux alentours de Borough Hall, où il discutait avec des groupes d'étrangers à la peau mate et à l'air patibulaire. Quand il parlait, c'était pour tenir des propos incohérents sur le fait qu'une puissance sans borne était presque à sa portée, et pour répéter avec des clins d'œil entendus des mots ou noms mystiques comme Séphiroth, Ashmédaï ou Samaël. L'enquête révéla qu'il dilapidait son capital et ses revenus en achetant de curieux grimoires importés de Londres et de Paris, et en entretenant un appartement sordide dans un sous-sol du quartier de Red Hook, appartement où il passait presque toutes ses nuits à recevoir des délégations bizarres de gens tapageurs et d'étrangers, et apparemment à diriger des cérémonies secrètes derrière les stores verts baissés. Dans leur rapport, les enquêteurs chargés de le filer racontèrent avoir entendu, au cours de ces rites nocturnes, des cris, des mélopées et des bruits de danses étranges. Il frissonnait en évoquant la sauvagerie inhabituelle de ces manifestations, et ce, bien que les orgies fussent aussi fréquentes que surprenantes dans ce quartier léthargique. Cependant, lors de l'audience qui suivit l'enquête, Sweedham parvint à conserver sa liberté. Devant le juge, ses manières se firent courtoises et raisonnables, et il admit sans mal l'étrangeté de son comportement et l'extravagance de son langage, tout en les attribuant à une passion excessive pour la recherche. Il se consacrait, confia-t-il, à l'étude de certains traits particuliers de la tradition européenne, travail qui l'obligeait à côtoyer des groupes d'étrangers afin de pouvoir s'imprégner de leurs chants et danses folkloriques. Et l'idée, suggérée par sa famille,
Que quelque basse société secrète puisse en avoir après lui était évidemment absurde, et démontrait que ses parents éloignés ne savaient rien de lui ou de ses travaux. Ces explications posées lui sauvèrent la mise. Le juge le laissa repartir libre. Résignés et écœurés, les Sweedham, les Corlier et les Van Brunt durent renvoyer les enquêteurs qu'ils avaient engagés. C'est là qu'une alliance de fédéraux et de policiers, dont Malone, entre en scène. Les forces de l'ordre avaient suivi l'affaire Sweedham avec intérêt. On les avait souvent appelés à la rescousse des détectives privés. Il en était ressorti que les nouvelles relations de Sweedham comptaient parmi les criminels les plus vils et dangereux à fouler les ruelles sordides de Red Hook, et qu'au moins un tiers d'entre eux étaient récidivistes en matière de vol, de troubles à l'ordre public et d'organisation de réseaux d'immigration clandestine. En effet, on pouvait dire sans mentir que le cercle spécial du vieil érudit coïncidait presque parfaitement avec celui des pires bandes organisées faisant entrer clandestinement la lie des Asiatiques anonymes et non répertoriés, qu'Ellis Island rejetait à raison. Dans les nids grouillants de Parker Place, depuis rebaptisé, où Sweedham avait son appartement, s'était développée une bien étrange colonie de sans-papiers aux yeux bridés, qui utilisait l'écriture arabe, mais que les nombreux Syriens vivant sur Atlantic Avenue et autour rejetaient bruyamment. L'absence de papiers en règle aurait pu permettre de les expulser, mais l'administration est lente et on ne faisait pas de descente à Red Hook sans y être obligé par l'opinion publique. Ces créatures se réunissaient dans une église en pierre délabrée dont les contreforts gothiques se dressaient non loin de la portion la plus infecte du front de mer et qui servait de salle de bal le mercredi. À l'origine, l'édifice était catholique, mais les prêtres de Brooklyn ne lui reconnaissaient aucune légitimité et les policiers qui entendaient les bruits qui en sortaient la nuit ne pouvaient qu'abonder dans leur sens. Malone avait l'impression de distinguer de terribles basses éraillées émanant d'un orgue caché loin sous terre, alors que l'édifice lui-même était désert, toutes lumières éteintes. Tous les observateurs ressentaient de l'effroi en entendant les cris stridents et les bruits de tambours qui accompagnaient les offices. Sweedham, quand on l'avait interrogé, avait dit que ce rituel devait être un vestige de christianisme nestorien teinté de chamanisme tibétain. La plupart de ces gens, supposait-il, étaient d'origine mongole et venaient du Kurdistan ou de ses environs. Et Malone ne pouvait s'empêcher de se rappeler que le Kurdistan était la terre des Yézidis, derniers descendants survivants des Perses adorateurs du diable. Quoi qu'il en soit, il était ressorti de l'enquête sur l'affaire Sweedham que les nouveaux arrivants clandestins étaient toujours plus nombreux à affluer à Red Hook. Grâce à des passeurs, ils parvenaient à débarquer sans se faire prendre par les douaniers et la police portuaire, puis envahissaient Parker Place et se répandaient rapidement vers le sommet de la colline. Les autres étrangers d'origines diverses habitant les parages les accueillaient avec une fraternité curieuse. Leurs silhouettes trapues et leurs yeux plissés si caractéristiques, combinés, pour un résultat ridicule, à des vêtements américains tape à l'œil, apparaissaient de plus en plus souvent parmi les tirs aux flancs et les voyous errants de la zone de Borough Hall. Si bien qu'à la fin il devint nécessaire d'évaluer leur nombre, de s'assurer de leurs origines et de leurs activités, et de trouver, si possible, un moyen de les rassembler afin de les livrer au service d'immigration. Les fédéraux et la police de New York s'accordèrent pour affecter Malone à cette tâche. Dès qu'il commença à passer le quartier au crible, il eut l'impression d'être en équilibre au bord d'un terrifiant abîme, la figure négligée et débraillée de Robert Sweedham, faisant office d'adversaire démoniaque.